La Bibliothèque nationale de France. 2 semaines avant le scrutin présidentiel prévu le 3 novembre 2020, les rendez-vous du politique analysent les modalités de la démocratie américaine et les crises qui ont marqué la présidence Trump. Merci d'être là, nombreux, pour ce débat et cette discussion autour de l'élection présidentielle américaine. Je crois que votre présence est à la mesure peut-être des questions que tout le monde se pose et un peu de notre effarement à chaque fois par rapport à la situation aux États-Unis. Je vais vous présenter les invités du jour. Nous avons des invités, c'est important de le signaler, de qualité. Donc je pense que le débat la discussion sera très intéressante. Je vous présente, on va faire comme ça, de près de moi jusqu'au plus loin. Pap Ndiaye, professeur des universités à Sciences Po Paris, spécialiste de l'histoire des États-Unis, des minorités, aussi des Africains américains, et qui a écrit de nombreux essais, La condition noire, essai sur une minorité française, Kalman Levy en 2008, Les Noirs américains chez Gallimard en 2009, Une histoire de Chicago avec Andrew Diamond en 2013, je crois, un livre sur le modèle noir de Jéricho Amatis chez Flammarion récemment, et je crois, Pape, que vous travaillez donc sur un livre sur justement la question du vote crucial aux États-Unis qui s'appelle Pouvoir voter, qui sortira aux presses de Sciences Po au début de l'année 2021. Nous avons à côté de lui Elisa Schell, bonjour, professeure de sciences politiques à l'université de Paris-Nanterre, chercheur affiliée au labo interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques à Sciences Po, spécialiste, elle, de la politique de santé aux États-Unis. Ce sera très important, évidemment, en raison de la question de la pandémie et de ses impacts multiples aux États-Unis. Autrice d'un livre qui s'appelle Comprendre la politique de santé aux États-Unis, paru en 2019 aux éditions de l'École des hautes études en santé publique. On parlera bien sûr évidemment de tous ces impacts de la pandémie, de la pandémie elle-même et comment elle est utilisée dans la campagne présidentielle, notamment par Donald Trump. À sa gauche, Laurence Nardon, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1. Vous dirigez le programme Amérique du Nord à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et vous êtes évidemment une spécialiste de la politique étrangère américaine, des relations transatlantiques. On parlera aussi avec vous beaucoup de la relation avec la Chine, très utilisée, y compris dans le contexte de la pandémie, par Donald Trump. Vous savez qu'il parle de virus chinois dans le contexte de cette pandémie. Et vous animez un podcast hebdomadaire qui s'appelle Trump 2020. Ce n'est pas un slogan de campagne, c'est un sujet d'étude sur la campagne, régulièrement. Donc un thème de campagne que vous déployez, que vous dépliez. On peut trouver ce podcast sur les applis de podcast et sur aussi le site de Slate et le site de l'IFRI. Et puis tout à sa gauche, tout au bout là-bas, mais je la vois bien quand même, Marie-Cécile Nave, voilà, directrice de recherche et directrice du genre, c'est quoi? C'est genre et géopolitique, hein, c'est ça? De l'Observatoire, pardon, j'avais mal écrit, à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous êtes aussi enseignante à l'université et vous avez écrit de nombreux ouvrages, y compris depuis l'élection de Donald Trump, Trump, la revanche de l'homme blanc, chez Textuel en 2018, Géopolitique des États-Unis, chez Erol en 2018, et ce livre qui va sortir dans quelques jours, La démocratie féministe, réinventer le pouvoir, chez Kalman Levy, apparaître dans quelques jours sur le rôle des femmes aux États-Unis et dans le monde sur les mobilisations en cours. Alors, quelques mots rapides pour introduire ce débat. Comme je l'ai dit, votre présence, elle est à la mesure de notre effarement un peu collectif, à 24 jours de la présidentielle, donc c'est tout de suite. Oui, nous sommes toujours dans cet effarement finalement depuis 4 ans. Donald Trump a bien été élu. Il est toujours là. Oui, il est candidat et il a des chances d'être réélu. En tout cas, des chances qui ne sont pas minimes. Malgré la folie de sa présidence, malgré le chaos qu'il donne à voir en permanence, il est toujours là et il est toujours en course. Alors, que se passe-t-il? Comment ça va finir? Est-ce que Trump va être élu? Est-ce que Joe Biden va être réélu? Quel impact de la crise sanitaire? 215 000 personnes qui sont décédées aux États-Unis, record mondial tout simplement. Qui a déclenché une crise économique et sociale majeure, elle aussi historique aux États-Unis, dans le contexte d'un immense mouvement social, probablement, on en parlera avec Pap Ndiaye, mais probablement le plus grand mouvement social sur un temps aussi ramassé, limité, que les États-Unis aient connu, évidemment contre le racisme et les brutalités policières. Cocktail complexe, donc dramatique, contradictoire à bien des égards, qu'on va essayer d'éclairer aujourd'hui avec vous. Juste pour vous donner une idée, ces 3 dernières semaines, voilà ce qui s'est passé aux États-Unis, pour faire comprendre un peu la folie dans laquelle nous naviguons.
Une juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, est morte. Elle était assez âgée. Tous les progressistes, parce qu'elle c'était une icône féministe, ont pleuré sa mort. Tout de suite après, Donald Trump a dit « je vais la remplacer par Amy Coney Barrett », qui est une juge conservatrice, extrêmement conservatrice, catholique, qui est contre le droit à l'avortement. Nous sommes dans cette période où Donald Trump essaye d'imposer un vote autour de cette juge à la Cour suprême juste avant l'élection présidentielle, ce qui normalement ne se fait pas, ça ne se fait pas selon les usages, mais Donald Trump va quand même essayer de le faire. S'il y arrive, la Cour suprême passera durablement à droite, avec 6 juges de la Cour suprême conservateurs et 3 juges plutôt, on va dire, progressistes pour aller très vite. Et ce calendrier, aujourd'hui encore, n'est pas certain, puisque lors de la présentation de cette candidate à la Cour suprême proposée par Donald Trump, le 26 septembre à la Maison-Blanche, eh bien, il y a eu, c'était en fait une présentation qui s'est transformée en cluster, et donc de nombreux élus républicains et aussi des personnalités dans l'entourage de Donald Trump ont été contaminés au Covid, et donc il y a aujourd'hui des républicains qui ne peuvent pas siéger, et donc on n'est pas sûr donc, que cette nomination pourra avoir lieu, puisqu'il faut être évidemment qu'elle soit entendue par le Sénat et confirmée par le Sénat. Donc on est dans cette incertitude absolument dramatique. Il y a aussi bien sûr l'épisode du Covid de Donald Trump. Vous avez tous vu les images. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de Donald Trump publiée par la Maison-Blanche. Donald Trump descend de l'hélicoptère des Marines sur le jardin de la Maison-Blanche, monte au balcon, enlève son masque, salue l'hélicoptère qui vient de le déposer, avec une musique de guerre, voilà, pour nous montrer qu'il est en charge, qu'il va bien, que tout se passe bien, qu'il a vaincu le Covid. Et aujourd'hui, encore hier soir, sur Fox News, il faisait son bilan de santé avec une sorte de spécialiste de santé de Fox News, un peu le Jean-Daniel Flézaquier, on pourrait dire, de Fox News. Voilà, donc une opération de communication pour montrer qu'il va bien. C'est dans cet univers-là qu'on navigue. Évidemment, il y a quelques semaines aussi, on a appris que Donald Trump ne payait pas d'impôts, en tout cas beaucoup moins que la majorité des électeurs américains. Et puis, autre contexte, il y a 2 jours, je crois que c'était hier même, on apprenait qu'une milice suprémaciste blanche avait, en tout cas des gens qui étaient supposément proches de ces milieux-là, que des hommes avaient dans l'idée de kidnapper la gouverneure démocrate du Michigan. Évidemment, c'est un des symptômes finalement de la façon dont Donald Trump parle à sa base et parfois on excite les éléments les plus radicaux. Voilà le tableau dans lequel on commence. Je voulais à tous vous poser pour commencer une question très simple, qui est la question, comme on dit aux États-Unis, the elephant in the room, la question que tout le monde se pose. Donc on va tout de suite la poser. À votre avis, alors je vais vous demander une réponse assez rapide et ensuite on pourra rebondir sur ce que vous dites, mais peut-être en 1 ou 2 minutes pour chacun. À votre avis, est-ce que Donald Trump va gagner, ou en tout cas, sans vous demander de prédiction, est-ce qu'il peut gagner et pourquoi ? Quels sont les éléments décisifs qui expliquent que, oui, il peut gagner, à votre sens ou pas ? Qui veut commencer ? Marie-Cécile. Bonjour. Est-ce qu'il va gagner ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut gagner ? Oui, bien sûr, même s'il est dans une mauvaise passe quand même aujourd'hui, avec des sondages qui sont ni au niveau national, ni au niveau des États fédérés qu'on surveille le plus dans une dynamique qui lui est favorable. Mais d'une part, s'il arrive, et c'est son pari depuis 4 ans, de mobiliser non seulement sa base très militante, mais aussi un noyau d'électeurs qui a toujours voté républicain et qui se reconnaît soit dans son récit identitaire et sécuritaire, soit dans sa vision très ultra-libérale en matière de politique fiscale, par exemple, eh bien, si ces catégories de la population se mobilisent en masse et vont voter en masse, oui, il peut l'emporter, même si depuis 4 ans, il n'a jamais dépassé les 50% d'opinion favorable. Il est arrivé, si mon souvenir bon, à 49% à un moment, mais jamais il n'a dépassé les 50%. Il a oscillé tout le temps entre 40 et 45% d'opinion favorable, ce qui est peu pour un président en exercice. Mais comme vous le savez, l'élection ne se joue pas au niveau national. Au niveau national, très probablement, il va perdre en termes de
nombre de voix totales, mais ça se joue au niveau local avec le système des grands électeurs et du collège électoral. Donc c'est possible s'il y a une mobilisation très forte à la fois de sa base militante et puis d'un électorat conservateur qui est quand même plutôt conservateur à droite avec Donald Trump. Les républicains modérés et puis les indépendants, on en reparlera tout à l'heure, c'est plus compliqué dans certaines catégories de la population. Et par ailleurs, les républicains dirigent toutes les grandes instances de décision aux États-Unis, beaucoup de tribunaux fédéraux et la Cour suprême, encore aujourd'hui même avec 5 juges contre 3. Et donc si cette élection est contestée devant les tribunaux, comme ça a pu être le cas en 2000, on se rappelle l'épisode de George Bush contre Al Gore, et c'est finalement la Cour suprême qui décide d'arrêter le comptage en Floride à un peu plus de 500 voix près, d'écart en faveur de Bush. Eh bien, ça, c'est le scénario extrême. Enfin, il n'est pas complètement à exclure. Et donc, avec tous les rouages, ou la plupart des rouages judiciaires importants aux mains des républicains, ça peut aussi jouer en sa faveur, même si Biden l'emporte au niveau national. Laurence Nardon. Alors, je prends la suite de Marie-Cécile. Merci. Merci à tout le monde. Moi, je vais aller un peu plus loin. Je vais dire que c'est absolument certain, à mes yeux, que Biden va gagner de très loin le vote populaire au niveau national. Comme l'a dit Marie-Cécile, Biden est depuis des mois à 53% d'intention de vote dans les sondages au niveau national contre 45, 47 ou même moins pour Trump. Donc au niveau national, c'est évident que Biden aura sans doute encore plus de voix d'avance par rapport à Trump que Hillary Clinton n'en avait eu en 2016. Elle avait eu à l'époque, rappelez-vous, 3 millions de voix de plus que Trump. Mais à l'époque, et ça peut se reproduire aujourd'hui, le découpage par État avait attribué le plus grand nombre de grands électeurs à Trump, d'où sa victoire. Alors, est-ce que ça se produira ? Je pense que cette fois-ci, les démocrates sont prévenus que l'abstention est très dangereuse pour eux s'ils veulent se débarrasser du président qu'ils détestent, Trump. Et donc, je pense que ce qu'on voit dans les États flottants, donc ces États à surveiller, c'est que là aussi... Quels sont-ils, peut-être ? Alors, oui. Non, mais en 2 mots, parce que c'est toujours important. On parle, les plus chauds à l'heure actuelle, c'est la Floride, l'Iowa, la Caroline du Nord, l'Ohio et la Pennsylvanie. Et dans la plupart de ces États, on voit là aussi l'écart se creuser entre Biden en avant et Trump derrière. Donc, it's looking good pour les démocrates, hein. D'autant plus qu'il y a dans le camp républicain aujourd'hui une atmosphère un peu d'affolement, de nervosité. Les républicains qui travaillent à la Maison-Blanche commencent à passer des coups de fil pour chercher à se recaser, donc c'est pas bon signe pour eux. Généralement, c'est mauvais signe. Mais là, voilà ce que j'ai à dire de positif pour le camp démocrate. Et puis, bien sûr, il y a toutes les inconnues liées au possible dysfonctionnement du vote qui va être de manière prédominante par correspondance cette année, pas complètement, mais beaucoup d'États ont élargi les conditions de vote par correspondance à cause de l'épidémie. Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce qu'il y aura des recours ? Voilà, ça va introduire ça introduit une énorme inconnue pour cette fois-ci. Et Elisa Epa, peut-être on parle d'une scénario catastrophe possible où le soir de l'élection, beaucoup de démocrates ayant voté par correspondance, leur résultat n'est pas forcément connu. Beaucoup de républicains, pas tous, mais beaucoup ayant voté plutôt le jour de l'élection, eh bien Donald Trump soit le soir du 3 novembre en tête, en tout cas dans le décompte des voix qui ont été faites. Et le scénario catastrophe serait de dire Trump déclare victoire. Et derrière, on a des semaines, voire des mois de contestation, et derrière, à la fin, une Cour suprême éventuellement conservatrice dit « oui, c'est lui qui a gagné ». Est-ce que ce scénario-là, il vous paraît plausible ? Oui, alors avant de répondre à cette question, plus spécifiquement, je voudrais quand même rappeler quelques éléments sur la figure de Trump et dire pourquoi, effectivement, il a ses chances de l'emporter. Alors, pour les raisons qui ont été évoquées, il faut ici souligner que l'élection du président des États-Unis est une élection indirecte, donc les électeurs ne votent pas pour l'un des 2 grands candidats, mais votent donc au niveau des États pour les grands électeurs, dont ils savent évidemment
à qui il se rattache, hein, c'est très très clair, mais il faut rappeler cette distorsion qui est connue du système politique états-unien et qui crée systématiquement une différence entre le candidat ou en tout cas très souvent, le candidat qui l'emporte en termes de voix populaire, mais qui n'est pas pris en compte dans ce mode de scrutin, et le candidat qui l'emporte en termes de grands électeurs. Hein. L'enjeu dans une élection américaine, c'est de remporter en fait les États clés, puisque plus un État est peuplé, plus il a de grands électeurs et donc plus il pèse dans le résultat final. La deuxième chose, c'est qu'aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a une base électorale qui est fidèle à Trump, quoi qu'il fasse. Il faut dire que de ce point de vue-là, le milieu journalistique, souvent concentré dans les grandes villes et très polarisé politiquement aux États-Unis, oublie cette réalité que, dans l'Amérique rurale et dans toute une série de catégorie de la population, Trump a ses aficionados et qui voteront pour lui, quel que soit le comportement qu'il puisse avoir suite à son Covid. Donc le fait qu'il organise ou non des événements publics, le fait qu'il enlève ou non son masque. Pendant la pandémie, Trump pendant le pic, on va dire, de la pandémie, puisqu'elle n'est pas terminée, mais pendant le plus fort de la pandémie, Donald Trump a gagné en popularité. Et cette popularité s'est effritée progressivement pendant l'été et a été, on va dire, chassée par les questions économiques et les questions, alors, raciales du point de vue des démocrates et law and order du point de vue des républicains, mais cette question économique est essentielle dans la réélection de Trump, c'est-à-dire quel sera l'état de l'économie dans un mois, étant donné que le taux de chômage a atteint un taux important par rapport à 3-4% avant la crise, il a avoisiné les 15%, donc il redescend progressivement, mais évidemment, Trump est attendu sur son bilan économique, et notamment pour les républicains modérés qui sont peut-être un petit peu flottants entre eux dans leur choix et qui vont se baser sur des critères plus directement économiques. Après, est-ce que le scénario d'une élection tranchée par la Cour suprême, au fond, est-il réaliste ? La Cour suprême est de toute manière à majorité républicaine, 5 contre 3 actuellement, puisque la question de la nomination, de la confirmation de Amy Coney Barrett est encore en suspens. Donc généralement, il faut 3 à 6 mois pour confirmer une nomination à la Cour suprême. Et là, les républicains et Trump en premier essayent, je dirais, c'est de bonne guerre en politique. Et ils avaient aussi, les républicains, barré la route à une nomination démocrate aux élections précédentes. Donc, c'est politics as usual. Et donc, ce scénario sera effectivement considéré, d'autant si Amy Coney Barrett est confirmée, c'est-à-dire qu'il y a 6 républicains face à 3 démocrates, avec tout de même la réserve que certains de ces républicains sont modérés, ce ne sont pas tous des conservateurs radicaux, et on l'a vu notamment sur la question du devenir de la loi Obama, puisque 3 républicains ont choisi de ne pas invalider cette loi qui est pourtant honnie en général par le Parti républicain. Donc je pense que ce sera un scénario qui nous tiendra suspendus quelques semaines après le jour du scrutin, le dernier jour du scrutin. Oui, bonsoir. Le scénario le plus satisfaisant pour la démocratie américaine, pourrait-on dire, au-delà même du résultat électoral, c'est une victoire écrasante. Alors une victoire écrasante, ça penche évidemment du côté de Biden. On peut exclure a priori une victoire écrasante de Trump, ou alors vraiment c'est qu'il faut mettre à la corbeille non seulement les sondages qui sont plus fins qu'il y a 4 ans, mais aussi toutes les analyses politiques qui convergent quand même vers l'avance démocrate, comme on l'a dit. Donc il me semble que le scénario favorable, entre guillemets, en tout cas pour la démocratie, c'est une victoire écrasante de Trump, parce que un score serré, ça signifierait le contentieux, ça signifierait la possibilité, comme vous le disiez, pour Trump, de contester
D'abord par une annonce prématurée, sitôt les premières indications connues, une sorte de mirage rouge, comme on dit. Le rouge, c'est la couleur des républicains aux États-Unis. Et puis ensuite une contestation du vote par correspondance et de toute évolution qui surviendrait dans la nuit et dans les jours à venir, avec un contentieux judiciaire et éventuellement aussi, dans une hypothèse encore plus catastrophiste, des prolongements dans la rue avec des milices d'extrême droite qui viendraient également à l'appui d'un président qui en appellerait au peuple contre les élites, les démocrates, les voyous, les terroristes, etc. Je reprends des termes de Trump lui-même. Donc, la solution la plus souhaitable, d'une certaine manière, c'est une victoire très nette. En l'occurrence, une victoire très nette de Biden. Celle-ci se dessine au vu de ce que l'on sait maintenant. La victoire, du point de vue du vote populaire, elle est pratiquement acquise. On ne voit pas du tout ce qui pourrait l'inverser. En revanche, l'ampleur de l'écart du point de vue des grands électeurs, elle, est encore inconnue. Il y a beaucoup d'États qui sont très tangents, même si quand même il y a des grandes tendances qui se dessinent, comme j'ai dit. Et donc, ça dépendra de la capacité des démocrates à mobiliser leur électorat, l'électorat qui a pu s'abstenir il y a 4 ans, notamment l'électorat de Bernie Sanders, qui, il y a 4 ans, est resté en partie à la maison parce qu'il n'était d'ailleurs pas associé à la campagne d'Hillary Clinton, qui a mis de côté Sanders il y a 4 ans. De cet électorat-là, de l'électorat minoritaire aussi, l'électorat africain-américain. Dans un État comme le Michigan, par exemple, c'est un État qui est une population qui est concentrée à Detroit. Hein. Et donc la question de la mobilisation des Africains-américains dans les quartiers noirs de Detroit, c'est la question centrale pour faire basculer le Michigan du côté démocrate. Le Michigan avait voté de peu en faveur de Trump il y a 4 ans à la surprise générale. Donc la question de la mobilisation, elle est tout à fait essentielle. Et c'est une mobilisation qui est en partie entravée par les républicains qui ont plutôt intérêt à ce que la participation électorale soit la plus faible possible. Dans l'ensemble, les démocrates gagnent lorsque la participation électorale est très forte, parce qu'ils mobilisent des groupes qui sont des groupes socialement plus fragiles, des gens qui, par exemple les jeunes, y compris les étudiants, qui se déplacent beaucoup et qui ne sont pas forcément inscrits sur les listes électorales, les minorités bien sûr. Donc les démocrates ont intérêt à une forte participation électorale, les républicains ont intérêt quand même à la limiter, et ils s'y ingénient depuis plusieurs années déjà, par mille et une manières, hein, afin de limiter la participation électorale là où ils le peuvent, là où ils sont au pouvoir, puisque toutes ces dispositions-là sont des dispositions qui relèvent des États. Donc il y a quand même des points d'interrogation pour savoir si, au fond, une volonté populaire qui s'exprimerait, et même de manière très nette, encore plus nette qu'il y a 4 ans, avec là, c'était presque 3 millions de voix en faveur d'Hillary Clinton il y a 4 ans, mais là, ça pourrait monter à 4, 5 millions éventuellement, si cela a une traduction politique, ce qu'on peut attendre de n'importe quelle démocratie représentative, et se traduire par la victoire de Joe Biden. Donc il y a des points d'interrogation, même si, à l'heure actuelle, les données dont tout le monde dispose, et elles sont plus fines qu'il y a 4 ans, encore une fois, laissent entendre et laissent prévoir une victoire très nette de Biden, et pourquoi pas, d'ailleurs, un raz-de-marée en faveur de Biden. Peut-être merci Pape Ndiaye, un ou deux d'entre vous, peut-être sur la question justement la question qu'a commencé à aborder Elisa sur la base de Donald Trump. Qu'est-ce qui la motive ? Est-ce que c'est, on a eu tous ces débats en 2016, hein, anxiété économique contre base qui serait en fait raciste, hein, donc il y a eu tous ces débats qui continuent d'ailleurs encore aujourd'hui. Est-ce que c'est la question de la religion, hein, beaucoup le soutien par exemple des évangéliques qui ont une vision du monde extrêmement précise, souvent contre l'avortement, en tout cas la partie de l'électorat évangélique est très à droite. Est-ce que c'est une vision plus large d'un monde complètement menacé qui serait le leur, une insécurité culturelle, comme on aime bien dire ici parfois dans certains cercles, avec évidemment des plein de guillemets autour de ça. Comment vous définiriez ce qui motive cette base, Laurence par exemple? Oui, très rapidement, puis après on pourra élaborer.
La base de Trump, en tout cas celle de 2016 et jusqu'à présent, parce qu'elle ne semble pas avoir beaucoup évolué, elle est double. Il y a d'une part ce qu'on appelle les populistes, pour simplifier, c'est-à-dire les classes moyennes blanches peu ou pas diplômées, celles qui sont dans les États autour des Grands Lacs, ce qu'on appelle la Rust Belt. Et c'est sur cette première base-là que Trump a vraiment mobilisé les enjeux d'angoisse à la fois économique et identitaire, culturel, et en leur proposant, en pointant tout ce qui peut attiser cette angoisse, donc la fermeture de leurs usines à cause de la mondialisation, l'arrivée d'une immigration massive venue du Sud et qui est aux États-Unis peut pas être tellement fantasmée, puisqu'il y a des statistiques ethniques qui sont produites et qui peuvent être brandies par des gens comme Trump. Attendez, donc cette première base-là, elle est dans cette région-là. Elle ne semble pas avoir bougé. J'ajoute un truc sur lequel on pourra revenir, c'est qu'elle est beaucoup touchée par une épidémie d'overdose à base de médicaments opiacés, opioïdes, et qui est extrêmement grave. Voilà. Et puis la deuxième partie de la base de Trump, c'est la base conservatrice. Et ça, c'est ce qu'on appelle la droite chrétienne. Ce sont des protestants évangéliques et fondamentalistes, rejoints plus récemment par des catholiques d'ailleurs. Et eux sont plutôt dans le sud du pays. Et pour eux, Trump a mobilisé d'autres enjeux, celui d'une perte des valeurs. Donc ça, c'est un serpent de mer depuis les années 60 aux États-Unis. Et avec cette base-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'aime pas du tout quelqu'un comme Trump. Trump n'est pas religieux, il a une vie personnelle dissolue, il ne pratique pas de religion de manière ostensible. Et donc, la droite chrétienne n'aime pas Trump, mais ils ont passé, par le biais notamment de Mitch McConnell, le président de la majorité républicaine au Sénat, une sorte de pacte en 2016. Ils allaient voter pour Trump si ce dernier leur nommait des juges conservateurs à la Cour suprême, donc Kavanaugh et Gorsuch, les deux juges qu'il a déjà nommés. Connie Barrett, qui va peut-être l'être, et puis des juges aussi dans toute la pyramide judiciaire, parce que la Cour suprême n'est que le sommet de l'iceberg. Et donc cette base-là, elle a le sentiment que Trump a tenu parole. Et donc les deux côtés de ces deux bases, s'apprêtent à revoter pour Donald Trump cette fois-ci. Là-dessus, sur la base, peut-être pas pour Marie-Cécile, je ne sais pas. Est-ce que vous avez... Oui, Laurence a raison, c'est une base qui est plus hétérogène que ce qu'on pourrait imaginer a priori. Elle a quand même un caractère d'homogénéité, c'est que c'est une base blanche. Donc ça, c'est quand même fondamental. Les non-blancs sont extrêmement peu nombreux du côté de Trump, et pour cause, d'ailleurs, ils ont raison à certains égards. Et cette homogénéité-là, elle est significative parce que le discours de Trump est un discours qui a beaucoup qui résonne dans cette base-là, dans cette base politique. C'est un discours d'hostilité à l'égard des minorités et singulièrement à l'égard des Noirs américains. Il y a des travaux de sociologie, je pense à un très beau travail qui a été fait sur un monde de pêcheurs de crevettes de Louisiane, un monde de pêcheurs blancs, vraiment pauvres, c'est un monde de petits blancs, comme on dit, en Louisiane, qui est très touché par la pollution, parce qu'il y a des plateformes offshore dans le golfe du Mexique, donc il y a du pétrole qui ruine les lieux où les crevettes sont pêchées. Et donc ce monde de pêcheurs aurait tout lieu d'être hostile et militant contre les grandes compagnies pétrolières qui sapent leurs revenus depuis longtemps déjà. Et ce que la sociologue de Berkeley a montré, c'est qu'en fait, non, ils ne sont pas remontés contre les pêcheurs, contre les compagnies pétrolières. En fait, ils sont remontés
contre les Noirs de Louisiane. Voilà, ça c'est quand même l'exploit. Et la métaphore qu'ils utilisent toujours, c'est de dire, nous on attend sagement dans la file d'attente pour un service, pour une aide sociale des autorités de l'État ou de l'État fédéral. Et puis il y a toujours des gens qui nous passent devant dans la file, qui s'insèrent, et donc on n'avance pas parce qu'il y a toujours des Noirs, des Hispaniques qui, hop, se glissent devant nous, et nous, on n'a droit à rien. Hein, c'est ce discours qui est dominant, nous, on n'a droit à rien, qui soude cette base. Et donc, s'il y a bien quelque chose qui soude cette base à la fin des fins, quand même, une sorte de précipité politique, c'est quand même une hostilité, soit explicite, soit sourde, à l'égard de leurs compatriotes noirs. Peut-être Marie-Cécile et Elisa, rapidement, parce qu'on va passer à l'aspect pandémie juste après, sur cet aspect-là. Oui, tu fais allusion, je voulais justement la citer, c'est le travail d'Ali Russell Rothschild, Strangers in Their Own Land, et c'est cette expression, la peur d'avoir été doublée dans la file, elle est tout à fait parlante en fait. J'ajoute juste 2 points, c'est aussi un électorat, surtout masculin, parce qu'il y a aussi la peur des droits des femmes, il y a aussi la peur des droits des LGBTI, etc. Et c'est un électorat qui a du mal avec certaines évolutions à la fois démographiques, puisque les États-Unis sont en train de devenir un pays où les Blancs d'origine européenne seront minoritaires d'ici une vingtaine d'années. Et donc, Trump, il permet un peu de conjurer cette évolution démographique qui est pourtant inéluctable, et ils ont peur aussi d'une certaine évolution culturelle où c'est plus le père de famille, l'homme qui amène le salaire à la maison, il y a le développement des emplois féminins, le développement des droits des femmes, les femmes divorcent, etc. Ça leur déplaît. J'ajoute quand même que, contrairement à ce qu'on entend parfois et qu'on a entendu beaucoup en 2016, la majorité de l'électorat de Trump, c'est pas un électorat pauvre. Les plus pauvres d'abord, premièrement, ne votent pas, et ensuite ils ont quand même en 2016, même si Trump a ratissé beaucoup chez Clinton, ils ont quand même majoritairement voté Clinton. Il a progressé dans cet électorat-là, mais l'électorat populaire, en gros, c'était le marqueur, c'était moins de $30,000 par an. Ils ont quand même encore majoritairement voté Clinton quand ils votent. La majorité de l'électorat de Trump, c'est un électorat aisé, c'est un électorat qui a peur pour ses impôts, qui n'aime pas que l'État s'immisce dans sa vie personnelle, les questions de santé, etc., sauf sur les questions de mœurs. Là, l'État, il a le droit de s'immiscer dans sa vie personnelle sur les questions de mœurs parce que la régulation le droit à l'avortement, le mariage homosexuel, etc., c'est des choses qui leur posent un petit peu problème. Voilà. C'est un électorat qui est quand même majoritairement aisé, mais c'est aussi vrai chez les démocrates. Donc voilà, c'était juste le petit point que je voulais ajouter. Elisa, est-ce qu'il n'y a pas une rapide dimension, et je passe après avec vous, on va passer sur la pandémie, est-ce qu'il n'y a pas une rapide dimension aussi d'un électorat qui évolue dans une réalité un peu parallèle, c'est-à-dire où les faits n'ont plus vraiment d'importance, On sait que cet électorat-là, en tout cas les gens qui sont la chaîne préférée de Donald Trump, c'est Fox News qui énonce souvent des choses qui sont assez mensongères tout en se disant opposées aux médias mainstream. Alors, ils sont dans une réalité parallèle pour une part, mais ils sont aussi, pour compléter ce qui a été dit précédemment, dans des réalités sociopolitiques qui concernent les États-Unis, mais aussi qui les dépassent. Il y a aussi dans le vote Trump un rejet des élites traditionnelles, c'est-à-dire ces élites traditionnelles dont on ne comprend pas vraiment le langage, qui ont perdu leur proximité populaire et ce qu'Obama avait réussi à reconquérir, mais qui est quand même pas dominant dans les élites politiques traditionnelles, c'est cette proximité populaire. Trump est extrêmement suivi sur Twitter, sur toute une sorte de réseaux sociaux, et donc cette manière dont il parle, qui hérisse tant les journalistes et tous les gens qui essayent de penser un petit peu, trouve un écho dans une partie des Américains qui les regardent parce qu'ils comprennent ce que dit Donald Trump. Et ça, c'est quand même un élément assez important. Alors, le rapport à la vérité. Quelques mots, oui. Le rapport, effectivement, Donald Trump a pris un certain nombre de libertés avec les résultats scientifiques relatifs au Covid, a pris un certain nombre de libertés sur tout ce qui est théorie du complot, et la mouvance, donc QAnon, cette mouvance en ligne qui soutient, complotiste, qui soutient Trump. Donc il y a dans
cet électorat, effectivement, une partie de la droite radicale, mais ça ne date pas du tout de Trump, c'est un phénomène au long cours aux États-Unis. Il y a une partie de la droite radicale qui est conspirationniste et qui véhicule des théories tout à fait fantaisistes sur la Covid, mais sur toute une série de choses, et qui, au fond, soutiennent Trump dans cette reconquête de la Maison-Blanche. Alors, passons à notre deuxième point sur la pandémie, qui est quand même un des événements centraux, y compris dans la vie des gens en ce moment aux États-Unis. Je l'ai dit, 215 000 morts actuellement, record mondial en termes de nombre de personnes qui sont décédées. Elle est majeure, cette pandémie. Comment elle a été gérée, Elisa, puisque c'est votre domaine de spécialité, la question de la santé, et surtout, quels sont ses impacts dans la société? Il y a l'aspect sanitaire, et puis il y a une crise économique, il y a une crise sociale, avec des gens qui sont très peu couverts, souvent, aux États-Unis. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un tableau rapide, c'est compliqué, mais de ce qui se passe en ce moment autour de la question de la pandémie? Alors, tout d'abord, sur la question des chiffres, effectivement, les États-Unis affichent donc 7 millions de cas et 215 000 morts. Ce sont les chiffres les plus élevés qui ont été recensés. Mais il ne faut pas oublier que tous les pays ne comptabilisent pas avec la même intensité et ne comptent pas de la même manière les morts de la pandémie. Que l'on s'intéresse à ce qui se passe au Brésil avec Bolsonaro, qui n'a rien à envier à Trump, que l'on imagine ce qui se passe en Russie et qu'on se rappelle des chiffres quand même très questionnés des morts de la pandémie en Chine. Donc effectivement, les États-Unis comptabilisent un grand nombre de morts, mais ils réalisent aussi 700 000 à 800 000 tests par semaine. Et donc, ils font partie des États-Unis qui comptabilisent officiellement le même nombre de cas, mais il convient quand même de relativiser ces chiffres. Ils sont tout de même élevés, ne nous voilons pas la face, ce sont des chiffres élevés. Comment a été gérée la pandémie ? Alors, il faut d'abord, si on revient à l'annonce déjà par l'OMS de la pandémie, qui a été assez tardive, il faut le rappeler, début mars, alors que c'était une pandémie qui s'est dessinée, on va dire, fin décembre et janvier. Donc les États-Unis ont été plutôt en retard pour l'élaboration d'un test diagnostique. Donc ils ont pris beaucoup de retard de ce point de vue-là. Donc ils ont eu, on va dire, un certain patinage dans la prise de décision quant à la pandémie. Dans la gestion de la pandémie, il faut se rappeler que la santé est d'abord l'affaire des États fédérés. Et que Donald Trump, autant il a essayé d'apparaître comme le commander-in-chief qui décidait tout, mais dans la réalité des institutions états-uniennes, c'était d'abord les États qui décidaient. Et donc, par exemple, sur la question du confinement, Trump n'avait aucun pouvoir pour déclarer un confinement général aux États-Unis. Ce n'était pas possible. Donc, il y a... Par ailleurs, une grande inégalité dans la propagation du virus aux États-Unis, puisque c'est un pays qui est à l'échelle d'un continent, donc il faudrait rapporter ça à l'Europe, par exemple, si on pouvait essayer de comparer en termes de taille. Donc tous les États n'ont pas été atteints au même moment, avec la même intensité, en fonction de la densité urbaine, en fonction des populations aussi qui les habitent. On sait que les populations les plus pauvres, et notamment les minorités habitant dans les villes, étaient plus exposées. Puisque travailleurs essentiels. Alors pour des raisons qui tiennent aux emplois qu'elles occupent, donc effectivement les métiers de service, caissière, livreur, mais aussi dans le secteur de la santé, où les petits emplois sont principalement occupés par des Afro-Américains. Donc ce qui les expose davantage, en plus d'autres facteurs qui sont liés à la pauvreté, comme l'obésité. Et on sait qu'on a plus de chances de mourir du coronavirus quand on a des problèmes cardiovasculaires ou un certain nombre de pre-existing conditions, comme on dit, c'est-à-dire de maladies préexistantes. Donc cette gestion de crise a été aussi significative du point de vue du budget qui a été alloué, puisque 2200 milliards ont été votés par le Congrès pour couvrir les frais de tests et d'hospitalisation de ceux qui n'étaient pas assurés. Donc le débat, c'était, ceux qui ne sont pas assurés, est-ce qu'on leur donne une assurance pérenne ? Donc
Trump, les républicains, ont dit non, clairement. Mais en revanche, il y avait des mesures plus circonstancielles où de l'argent était versé aux hôpitaux pour prendre en charge ces populations. Donc la gestion de la crise n'a pas été, je dirais, catastrophique du point de vue de l'état des infrastructures et de leur très inégale répartition, mais effectivement avec une telle population et des foyers importants, puisque beaucoup de grandes villes et beaucoup de pauvreté concentrée, eh bien, ont été des catalyseurs dans la propagation du virus. Oui, Marie-Cécile, par exemple, avec quand même une explosion du chômage qui est d'une ampleur jamais vue depuis la Grande Dépression. Ça, c'est aussi la conséquence sociale, économique de la pandémie. Oui, et puis Trump a continué de démanteler l'Obamacare pendant la pandémie. Il faut pas oublier ça. Certes, c'est du côté des États fédérés que ça se joue, mais il a continué à couper les fonds dans Medicaid, par exemple, qui est l'assurance santé pour les plus démunis, et ce, alors que la pandémie était jouée à plein. Donc il y a quand même une volonté aussi de continuer la politique de démantèlement de ce qu'a fait son prédécesseur, ce qui fait partie des obsessions du président Trump, c'est vraiment de défaire l'héritage de Barack Obama, de disqualifier son image, quelles que soient finalement les conséquences en termes sur le plan de l'intérêt général. Oui, alors sur l'économie, ça c'est un peu un de ces gros problèmes de cette campagne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup joué sa réélection sur la bonne santé de l'économie d'une part et la bonne santé de la bourse d'autre part. C'est pas forcément toujours lié, mais enfin bon, jusqu'ici il avait les deux. Alors la bourse a un peu baissé là, me semble-t-il, après l'annonce de sa maladie et la manière dont il l'a gérée aussi. Mais sur le plan économique, évidemment, l'explosion du chômage, même si ça remonte un petit peu depuis quelques semaines, parce que c'est une économie où on perd facilement un travail, mais on peut en retrouver un facilement malgré ou grâce à la flexibilité de l'emploi. Mais évidemment, là-dessus, il a perdu des points, et c'est un des domaines dans lesquels, électoralement, il est jugé le plus crédible, l'économie même la reprise économique après la pandémie. Il demeure d'être jugé majoritairement crédible aux États-Unis là-dessus. En revanche, la gestion sanitaire de la pandémie, là-dessus, il est évidemment une image catastrophique, y compris dans certains pans de son électorat dont il a absolument besoin pour gagner. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il mise pour être réélu, même si ça semble quand même de plus... Alors on est dans une phase quand même difficile pour lui. Il a besoin que toutes les couches de la population républicaine votent pour lui, non seulement sa base fervente, mais aussi des couches de la population qui se rendent... qui s'abstiennent moins que d'autres, qui sont plus enclins à participer, en particulier les seniors. Et les seniors de plus de 65 ans, disons, en gros, plutôt républicains modérés, plutôt indépendants, qui avaient pu voter Trump en 2016, là, ils ont une image de Trump gestionnaire de la pandémie sur le plan sanitaire catastrophique. Et c'est une catégorie de la population qu'il a besoin de reconquérir. D'ailleurs, il a fait quelques communications ces derniers jours en disant « Voyez, moi aussi, je suis un senior. J'ai battu le Covid, ne vous laissez pas dominer par la maladie. C'est facile quand on a eu 20 médecins autour de soi et des traitements expérimentaux dans un hôpital privé. » Bon. Il a même dit « Je suis un senior, mais j'en ai pas l'air. » Voilà, je me sens mieux. Je suis extrêmement jeune. Je suis extrêmement jeune. Je me sens mieux qu'il y a 20 ans. Enfin bon. Tout ça pour dire que, j'anticipe peut-être sur la suite, mais Trump, c'est une marque. C'est avant tout une marque, Trump. Les Obama sont devenus une marque après qu'ils ont quitté la Maison-Blanche, mais Trump était une marque avant d'y entrer. Il a continué à faire fructifier cette marque, et cette marque, elle se nourrit d'un récit. Et ce récit, qui est déployé, quel que soit le domaine de l'agenda politique, c'est celui de la combativité, c'est celui de l'invulnérabilité, c'est celui d'être un winner. Pour Trump, il y a les winners et les losers. Dans tous les domaines, politique étrangère, politique intérieure, médias, etc. Les winners et les losers, c'est un outsider. Et d'ailleurs, s'il y a des théories du complot contre lui, parce qu'il retourne toujours le truc, disant les complotistes, ce sont les démocrates, les complotistes, ce sont les fake news médias, c'est eux qui veulent ma peau, etc. C'est bien la preuve que j'ai raison. Si tout le monde est contre moi, c'est bien la preuve que j'ai raison. Donc c'est l'image de l'homme qui s'est fait tout seul, même si c'est faux, l'image de l'outsider, du winner, du combatif. Et donc, le récit sur la pandémie,
on verra si ça a été judicieux de privilégier ce récit-là dans son électorat, c'est de dire voilà, j'ai vaincu la maladie, je suis maître de mon corps, comme je suis maître du pays, comme je dirige le pays, je suis toujours aux commandes du pays. Et donc il est un peu obligé d'avoir ce récit-là parce que le fait que la pandémie revienne sur le devant de la scène alors que lui il a envie de pousser plutôt le sujet de law and order, de la sécurité, de l'identité, il est contraint de le pousser jusqu'à l'extrême. Et là c'est un petit peu, nous on le voit de manière un petit peu caricaturale, enfin c'est devenu un petit peu caricatural aujourd'hui. Oui. Laurence Nardon, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, sur le chômage, je voulais juste donner 3 chiffres. Ouais. Aujourd'hui, au pire, cette année, on a été à 15% de chômage, c'était en mai-juin. Là, on est redescendu à 8% de chômage, donc pour des Français, c'est à peu près OK. Mais il faut savoir qu'avant la pandémie aux États-Unis, on était au plus bas, c'est-à-dire au chômage de friction, entre 2 et 3%, qui était vraiment un étiage extrêmement bas qu'on n'avait pas atteint aux États-Unis depuis des années. C'était juste pour situer où on en est aujourd'hui sur ce point-là. Mais plus largement et très rapidement, de manière très synthétique, je voudrais juste replacer l'histoire du Covid dans le système de santé américain. Donc, comme vous savez, aux États-Unis, pour des raisons de culte de la liberté, de la responsabilité individuelle, il n'y a pas de système de santé universel public comme la sécurité sociale en France. Il y a Medicare pour les plus âgés, Medicaid pour les plus pauvres, mais au milieu, on se débrouille avec des mutuelles, qui sont des mutuelles pour essentiel privées, qui vous sont vendues, rien n'est gratuit. Lorsque vous avez un emploi, si vous perdez votre emploi, généralement, vous perdez aussi votre mutuelle et c'est très embêtant. C'est très embêtant parce que ce qui complète ce tableau, à la limite, pourquoi pas vivre dans un monde libéral où on se débrouille tout seul, why not ? Mais l'autre pendant qu'on oublie parfois de mentionner sur le système de santé américain, c'est que ce système, il est invivable pour les Américains de la classe moyenne. La classe moyenne, parce que les plus pauvres ont Medicaid, justement. Mais enfin bref, il est invivable parce que les prestations médicales sont extrêmement chères aux États-Unis. Les médicaments, les séjours à l'hôpital avec les facturations surprises, 6 mois après, on reçoit une facture de $10,000 parce qu'un médecin a fait un passage de 3 minutes dans votre chambre et vous n'étiez même pas au courant. Bref, ce qui crée le malheur et le malheur pour les Américains est le fait que le premier motif de faillite personnelle aux États-Unis, ce sont les défauts liés aux frais de santé, c'est d'une part ce système très libéral, mais surtout, à mon sens, d'autre part, la cherté même des prestations médicales. C'est tout. Et avec cet élément quand même qui est intéressant pour justement, on va enchaîner après sur les éléments de bataille culturelle. En ce moment, vous voyez des clip de campagne de Joe Biden qui met son masque et qui montre l'image de Donald Trump qui enlève son masque. Donc le Covid est devenu vraiment un élément là, le plus contemporain de la bataille culturelle aux États-Unis. Bataille culturelle sans cesse renouvelée. Justement, en parlant de bataille culturelle, vous voyez, mais l'art de la transition, je voudrais qu'on parle aussi évidemment d'un autre élément contextuel tout à fait majeur, qui est la mobilisation du printemps contre les violences policières, contre le racisme, qui n'est pas nouvelle, Black Lives Matter 2014, 2015, et c'est le retour de ça après la mort de George Floyd le 29 mai à Minneapolis, tué en direct, asphyxié par un policier de Minneapolis. Pape Ndiaye, quelle a été l'ampleur pour resituer, et quelle est la résonance de cette mobilisation majeure, dont certains disent qu'elle est quand même absolument historique, dans l'élection, dans ce qui est en train de se jouer là aux États-Unis? Vous avez raison de dire que c'est une mobilisation historique. On peut dire d'ailleurs que c'est la plus grande mobilisation sociale de l'histoire du pays. Il n'y a pas d'équivalent ni dans les années 60, moment de mobilisation, ni dans les grandes mobilisations ouvrières de la fin du 19e siècle, du début du 20e. C'est de très loin la plus grande mobilisation du pays, qui s'inscrit dans une longue histoire, qui est celle des protestations contre les violences policières. C'est une histoire de protestation et de manifestation qui est centenaire, en fait, qui remonte, si l'on veut, aux années 20, au Red Summer de 1920,
1919, qui a connu des épisodes fameux dans les années 60, lorsque King s'exprime à Washington le 28 août 63 dans son fameux discours « I have a dream », il parle même brièvement des policiers violents et racistes qui quadrillent les quartiers noirs des grandes villes américaines. Et puis, bien sûr, les grandes séquences émeutières du milieu et de la fin des années 60, Los Angeles en 65, Detroit, évidemment, en 67, tout l'été, le long été chaud de 67, et à chaque fois, les émeutes partent à la suite d'une altercation avec la police brutale de certaines villes. Detroit, par exemple, vous avez peut-être vu le film de Catherine Bigelow sur la manière dont la police tue, hein, et on tue à cette époque avec des armes à feu, on tire à vue sur J'ai pas pu finir, moi. Sur les manifestants. C'est d'une très grande violence. Donc il y a une longue histoire de protestation. D'ailleurs, le mouvement des Black Panthers, à partir d'octobre 66, c'est un mouvement qui s'organise contre la police. Hein. Le nom complet, c'est Black Panthers Against the police brutalities, the police violence, etc. Donc c'est vraiment organisé. L'idée, c'est d'avoir des patrouilles, en fait, dans des quartiers des villes comme Auckland, où le mouvement est fondé, pour intimider la police et pour empêcher la police, les flics, les pigs, hein, comme on les appelait à l'époque, de parader, de patrouiller en cherchant l'incident à chaque fois dans les quartiers en question. Et donc là, il y a une longue histoire de manifestations, de protestations qui a connu un regain avec Black Lives Matter à partir de 2013-2014. Et puis, il s'est passé quelque chose, parce qu'en 2013-2014, il y avait des manifestations, comme à Ferguson, par exemple, il y avait un peu de monde. Il y a eu des manifestations dans plusieurs villes, pas simplement à Ferguson et à Saint-Louis, mais à New York, à Chicago, etc. Mais il y a un changement d'échelle étonnant à partir du meurtre de George Floyd à la fin mai. Et donc la question, c'est pas de penser la nouveauté de cette mobilisation, mais plutôt ce changement d'échelle qui se caractérise notamment par le fait que jusqu'à présent, c'était le cas en 2014, 2015, 2016, les manifestations, c'était surtout des manifestations africaines-américaines. Il y avait des personnes blanches, mais quand même très peu. Alors que là, il y a des segments entiers de la population blanche américaine qui ont manifesté en juin et en juillet, y compris d'ailleurs dans des villes où la population africaine-américaine est très réduite, comme à Portland, par exemple, dans l'Oregon, une grande ville où il y a encore des manifestations aujourd'hui. Il y a la population africaine, c'est 6%. Hein, c'est Seattle, c'est 5%. Dans le Vermont, où il y a de grandes manifestations, à Burlington, la population américaine, c'est la plus faible du pays, avec l'Alaska, ça doit être 1,5%. Et pourtant, il y a eu des manifestations géantes. Hein, donc on voit qu'il y a une cartographie des manifestations qui n'est pas simplement la cartographie de la population noire comme jadis, mais ça s'est étendu à des segments, notamment de la population jeune, blanche, jeune et multicolore d'ailleurs, qui s'est socialisée politiquement ces dernières années sur d'autres questions, les questions d'environnement par exemple, avec les questions aussi d'égalité homme-femme, le mouvement MeToo. Hein, donc il y a eu tout un processus de socialisation politique de la jeunesse américaine et au-delà d'ailleurs d'une partie de la jeunesse mondiale sur ces questions qui s'est déplacée au printemps vers les questions d'antiracisme, une espèce de séquence environnement, femmes, racisme. Hein, et on voit bien que ces trois pôles-là sont trois pôles structurants de l'engagement politique de la jeunesse d'aujourd'hui. C'est vrai en France également. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, on peut l'expliquer par le contexte de la pandémie et déjà le sentiment d'une injustice et d'une non-réponse de l'État fédéral, de la crise économique. Bien sûr, d'ailleurs, George Floyd lui-même était le fruit de cela, parce qu'il venait du Texas, il s'était récemment établi dans le Minnesota en raison des événements économiques et de la pandémie. Et puis, il y a aussi une autre dimension, je pense, qui est tout à fait centrale et qui permet aussi de comprendre l'ampleur de la manifestation, c'est aussi l'opposition à Trump. Hein, c'est quand même ça aussi qui est central, par contraste avec les manifestations de 2014-2016 qui se produisaient sous l'administration Obama. Donc, il s'agissait aussi, à cette époque, d'en appeler à ce que l'administration soit un tout petit peu plus
active sur cette question. Obama qui avait un peu réagi avec retard à l'aube de son deuxième mandat sur ces questions de violence policière. Donc il s'agissait un peu de pousser le gouvernement fédéral à ce que lui-même pousse les villes et puis les autorités locales à agir, tandis qu'ici, c'est bien autre chose. Il ne s'agissait pas de pousser le gouvernement fédéral. Personne ne se faisait aucune illusion sur Trump. Il s'agissait vraiment d'une mobilisation aussi contre Trump, avec d'ailleurs un centrage, y compris des manifestants, autour de la Maison-Blanche. Donc on voyait bien que la colère, que l'exaspération, elle était tournée non seulement vers les policiers, mais également vers celui qui, par ailleurs, qualifiait les manifestants et les insultait de façon très régulière, tout en faisant des clins d'œil appuyés à la police, en laissant clairement entendre que pour lui, la police agissait bien et qu'il n'y a d'ailleurs pas de question de racisme structurel aux États-Unis. C'est ce que le vice-président Pence, d'ailleurs, a répété il y a quelques jours dans le débat vice-présidentiel contre Kamala Harris. Donc il y a aussi cette variable Trump qui a joué, qui a accru encore l'ampleur de la manifestation, des manifestations au-delà, je dirais, des mondes habituels mobilisés dans tous les recoins des États-Unis. Et puis, je pense qu'il y a enfin une variable, une part aussi de non prévisible. Personne ne s'attendait à cela, de fait. Et donc, on peut reconstruire a posteriori et donner l'apparence de la logique à ce qui est survenu. Mais il faut aussi admettre humblement qu'il y a des choses non prévues en histoire. Et cela, le meurtre de George Floyd, à cet égard, me fait penser un peu au meurtre d'Emmett Till. Emmett Till, qui était ce jeune adolescent qui a été massacré par des membres du clan en 1955 dans le Mississippi. Il était originaire de Chicago, mais il était en vacances chez sa grand-mère dans le Mississippi. Et puis, il a été massacré, soi-disant, pour avoir regardé une femme blanche dans un commerce, ou en tout cas, c'est l'argument qui a été fourni. On a retrouvé le corps défiguré. L'enterrement a eu lieu à Chicago. Et puis, la mère d'Emmett Till a demandé à ce que le cercueil reste ouvert, fameusement, et parce qu'elle a dit, je veux que le monde entier voit ce qu'ils ont fait à mon fils. Et le monde entier l'a vu. Tous les magazines du monde, Paris Match a fait un dossier sur Emmett Till pour vous donner une idée de l'ampleur et on parle, les historiens des droits civiques parlent d'une génération Emmett Till. Il y a quelque chose qui s'est passé alors que des Emmett Till, il y en avait eu dans le passé. Mais il faut que ce soit Emmett Till en 1955 dans le Mississippi. Et il s'est passé quelque chose dans un contexte qui était celui d'une Cour suprême renouvelée, de la montée en puissance, d'une mobilisation populaire dans le sud des États-Unis qui se concrétise très peu de temps après avec la grève des bus, avec le boycott des bus de Montgomery. Donc il y a des événements atroces comme ça qui d'un seul coup, sans être véritablement nouveaux d'un point de vue historique, suscitent quelque chose et suscitent une forme de mobilisation qui est tout à fait importante. Et je terminerai en disant que cela a des conséquences électorales, puisque on peut observer un regain de mobilisation électorale, par exemple à Detroit, dont je parlais tout à l'heure, dont le vote est tout à fait essentiel pour l'ensemble du Michigan. Detroit est une ville à 85% africaine-américaine. Et donc il y a un regain d'inscription sur les listes électorales à partir de juin et juillet, avec des gens qui n'étaient pas forcément décidés à voter, d'autant que Joe Biden ne suscite pas un enthousiasme absolument délirant. Je passe là-dessus. Mais un vote qu'on pourrait qualifier de défensif. Et au fond, là je termine là-dessus vraiment, historiquement, les stratégies électorales du monde noir américain ont quand même, sauf exception, en 2008 avec Obama, bien sûr, ont quand même été des stratégies défensives. On vote moins par adhésion à quelqu'un que pour éviter le pire. Et alors là, on est en plein dans la stratégie défensive. Beaucoup d'Américains, des millions d'Américains, singulièrement les Africains-Américains, voteraient probablement
probablement pour n'importe qui, pour Flipper le dauphin, si Flipper le dauphin était candidat. Mais en tout cas, il s'agit prioritairement de se débarrasser d'un président qui est un président foncièrement raciste, un président suprémaciste blanc comme les États-Unis n'en ont pas connu depuis Wilson, c'est-à-dire depuis un siècle, dont la carrière d'homme d'affaires a été également marquée par un racisme profond. Et tous les livres parus sur Trump, sur les propos qu'il a pu tenir en aparté, etc., le confirment ad nauseam. Bref, il s'agit de se débarrasser de lui, et le mouvement Black Lives Matter a en quelque sorte catalyser, accélérer cette mobilisation qui devrait logiquement se traduire dans les unes dans 3 semaines. Oui, avec Marie-Cécile Nave, cette question qui est que comment tout ça se transforme, c'est aussi un des résultats de la présidence Trump, finalement, de laisser ça. C'est-à-dire que la réponse politique à Trump a été très forte, mais qu'est-ce que ça produit ? Oui, tenez-vous prêts, dit Trump aux Proud Boys pendant le premier débat face à Biden. Les Proud Boys, c'est un groupe d'extrême droite, blanc, suprémaciste, raciste, qui exclut les femmes en son sein et qui d'ailleurs a répondu sur Twitter en disant « Nous serons prêts ». Tenez-vous prêts, ça veut dire le 3 novembre, il va y avoir de la triche chez les démocrates. Tenez-vous prêts pour aller les surveiller. Donc c'est un appel à peine masqué à la violence lancé par le président devant des dizaines de millions de téléspectateurs. Donc c'est pas juste un soutien passif à cette partie-là ultra minoritaire quand même de l'Amérique. Il faut le rappeler, cette Amérique ultra raciste qui est ultra minoritaire, mais qui il fait pas juste que les retweeter que les retweeter. Il lance des messages qui sont de plus en plus explicites, et ce alors qu'il traverse une phase, je l'ai dit déjà 2 fois, mais un peu difficile dans les sondages. Et oui, effectivement, un des legs du Trump, dans les legs du Trumpisme, il y a le Trump. On se moque beaucoup de Trump, ça nous amuse un peu, enfin ça dépend, mais ça nous fait beaucoup commenter. On commente beaucoup ses tweets, ses petites phrases, etc. Mais c'est très sérieux, Trump. Trump, c'est un vrai projet de société. C'est un vrai projet de société qui se traduit dans un agenda, dans un programme dont on parle peu parce qu'on est un peu obnubilé par toutes les agitations sur Twitter et ailleurs, les petites phrases, les images. Mais c'est la suppression d'une centaine de régulations environnementales, dont certaines datent de Nixon. C'est un chèque en blanc qui est donné aux États fédérés qui veulent combattre les droits des femmes. C'est aussi la possibilité qui a été validée par la Cour suprême de permettre à toutes les entreprises qui ont l'obligation de mettre en place Obamacare de ne pas rembourser les frais de santé gynécologique. C'est très concret, Trump. Et c'est aussi, au-delà de ça, de faire exploser les normes institutionnelles, de faire exploser les normes rhétoriques, de faire exploser les normes démocratiques et de mettre les institutions à son service pour servir un pouvoir personnel, pour servir un agenda que lui seul aura décidé. Et un des exploits de Trump, c'est d'avoir mis derrière lui le Parti républicain en rang. Et ça, c'était pas gagné en 2016. En 2016, le Parti républicain était très divisé vis-à-vis de Trump, et ils n'étaient pas très très contents qu'un président comme ça arrive au pouvoir. Eh ben, il a réussi à mettre le parti en ordre de bataille derrière lui. Il y a un seul sénateur républicain qui a voté l'impeachment au début de l'année, c'est Mitt Romney, qui s'est pris après évidemment une salve d'insultes sur Twitter. Mais bon, le Trumpisme, c'est très concret. Ça donne des idées à d'autres gens. Bolsonaro par exemple, fait exactement la même chose. Il est d'ailleurs surnommé le Trump tropical. Mais oui, et de ce côté-ci de l'Atlantique, ça donne aussi un certain nombre d'idées à certains en termes de discours, en termes de projets de société. On dit mais finalement Trump il a gagné, il fait exploser les normes institutionnelles, tout est permis, donc pourquoi pas nous. Mais le Trumpisme, c'est aussi l'anti-Trumpisme. Et je rejoins tout à fait ce que disait Papandiaï, c'est-à-dire que ce sont des pans entiers de l'Amérique qui se mobilisent et qui se mobilisent aussi ensemble. C'est-à-dire qu'il y a l'antiracisme, le féminisme aussi. Le féminisme, c'est une des premières oppositions à Trump dès janvier 2017. Les Women's March dès janvier 2017, c'est 4 millions de personnes dans la rue. C'est un mouvement vraiment mondial.
et qui a conduit à un engagement de plus en plus important des femmes en politique du côté démocrate, qui a eu pour conséquence c'est une des raisons pour lesquelles la Chambre des représentants est passée du côté démocrate en 2018 avec un record de femmes et de femmes de toutes les origines dans cette assemblée. Et puis l'environnement, mais tous ces gens-là finalement qui sont plutôt jeunes, c'est l'autre Amérique en fait. C'est pas cette Amérique qui a peur de disparaître, qui a peur des changements démographiques et culturels dont je parlais tout à l'heure. C'est l'Amérique multiculturelle, c'est l'Amérique un peu plus ouverte sur le monde, un peu moderne, etc. Pour dire les choses de manière assez schématique. C'est pas comme on le croit parfois, des pans de la société qui sont séparés les uns des autres et qui ont une cause précise à défendre. C'est aussi un projet de société universelle. Parce que ce qu'on voit dans les manifestations contre la mort de George Floyd, c'est aussi ceux qui vont dans les manifestations en faveur du climat, c'est aussi ceux qui vont défendre la science, c'est aussi ceux qu'on voit dans les manifestations féministes. C'est pas toujours les mêmes, mais quand même, on voit beaucoup les mêmes. Est-ce que ça va se traduire dans les bureaux de vote le 3 novembre, ou même déjà, puisqu'il y a à peu près 5 millions de personnes qui ont déjà voté par anticipation, puisqu'on peut voter par anticipation dans certains États, sans compter ceux qui ont voté par correspondance. Est-ce que ça va se traduire électoralement? C'est tout le pari de Joe Biden, qui lance des appels, et il est aidé en cela par Alexandria Ocasio-Cortez, par les Obama, Mari et Femme, par Bernie Sanders et d'autres. Est-ce que ça va avoir une traduction politique? C'est son pari. Est-ce que l'anti-Trumpisme est seulement militant, ou est-ce qu'il va pouvoir aider à Biden à arriver au pouvoir? Et ensuite, est-ce que cet agenda que Biden promet plus ou moins timidement selon les sujets de mettre en place sur l'environnement, il a un peu gauchisé son programme, mais quand même on va y revenir peut-être après. Sur les droits des minorités, il est quand même pas très précis. Est-ce que ça va se traduire après en politique publique? Et ben on suivra ça peut-être dès le 20 janvier. Laurence Nardon, je crois que vous vouliez rebondir. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, c'est que ce mouvement cet immense mouvement de manifestation antiraciste dont on vient de parler, il s'accompagne, il s'imbrique avec des débats intellectuels assez importants. Et je voudrais en citer deux à propos donc de la cause des minorités aux États-Unis. Le premier, c'est le mouvement, toute la réflexion en faveur d'un vaste projet de réparation. C'est un projet dont les candidats aux primaires démocrates ont beaucoup parlé en début d'année, et puis là, Biden est silencieux dessus. Oui. Mais enfin, je pense que l'aile gauche de son parti lui rappellera ce projet. C'est un projet qui existe depuis, on en a entendu parler en 1865 la première fois, puis après il y a un long silence jusqu'en 2014, où l'écrivain Ta-Nehisi Coates écrit un article retentissant dans The Atlantic pour réclamer un immense programme de réparation économique pour les descendants d'esclaves aux États-Unis. Donc c'est alors après, regardez en ligne, il y a des choses extrêmement détaillées sur la manière dont ça pourrait se passer. Ça se chiffre en milliards. Ce serait l'idée de donner, par exemple, des comptes épargne à tous les petits-enfants qui naissent, disponibles à leur majorité pour financer leurs études ou l'achat d'une maison. Enfin, les enfants descendants, prouvant leur descendance. Donc c'est un petit peu problématique, certainement. Donc ça, c'est un premier projet très important. Et par exemple, Bernie Sanders, pendant la primaire, était assez hésitant sur cette Bernie question. Sanders, oui, parce que Bernie Sanders n'était pas positionné en 2016 déjà sur les questions de minorité, mais plutôt sur les questions sociales. C'est toujours cette dualité. Mais il en a beaucoup plus parlé cette fois-ci, en 2002. OK, mais je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Le second projet, le second mouvement intellectuel, c'est ce mouvement qui s'appelle 1619. Ça, c'est un article du New York Times de août 2019 qui appelle à repenser l'histoire des États-Unis, non pas à partir de 1776, donc la déclaration d'indépendance, mais 1619, qui est la date de l'arrivée des premiers esclaves aux États-Unis. En l'occurrence, c'est non pas aux États-Unis, excusez-moi, 1619, c'était dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord. Et donc l'idée de faire un peu un travail comme celui qu'a fait Michel Perrault en France, cette historienne qui a fait une encyclopédie qui réécrire, c'est pas le bon terme, mais qui réinterprète, pardon, qui propose un autre récit.
qui propose un autre récit de notre histoire vue vue sous l'angle des femmes, ou pas seulement, mais enfin en mettant les femmes plus en désinvisibilisant les femmes. Bon, bref, ce projet 1619 cherche à faire la même chose. Alors, il est controversé pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais voilà, je voulais dire que il y a des débats intellectuels profonds et puissants qui accompagnent les manifestations qu'on voit aujourd'hui. On pourrait même y rajouter le mouvement Defund the Police, par exemple, le mouvement contre la place des polices dans les budgets municipaux. Papendiaï, oui, la place croissante de ces dernières années. Donc la ville de New York, par exemple, a retiré $1 milliard. Le budget de la police de New York, c'est 6 milliards de dollars par an. Ils en ont enlevé un. Et contrairement à ce que dit Trump, ça prive pas tellement la police d'agents, etc. C'est plutôt que ça limite leur capacité d'achat d'armes, et notamment le fait que ces 20 dernières années, les polices américaines se sont rééquipées avec des rebuts d'armes vendus à bas prix par l'armée américaine de retour d'Irak et d'Afghanistan. Et donc, il y a une sorte de militarisation de la police ordinaire qui est un problème évident, même si on notera au passage que George Floyd a été tué à l'ancienne, si j'ose dire, avec un moyen tout à fait artisanal et pas du tout militaire. Ouais. Elisa, vous voulez rebondir là-dessus ? Non, pas de remarque particulière sur la question raciale. Après, on pourra peut-être parler davantage d'aspects sur qu'est-ce qui pourra se passer après les élections. Ouais, on va en parler justement. Marie-Cécile. Le policier qui a étouffé George Floyd vient d'être libéré sous caution. Ouais, l'histoire qui continue. Ouais. Avant justement d'en revenir, on aura encore après une demi-heure pour en revenir au monde d'après, à ce qui s'ouvre. Et Elisa, je vous donnerai la parole juste après. Laurence Nardon, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dresser, c'est compliqué en quelques mots, mais un portrait de ce que Trump a fait au monde, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'il y a eu une politique étrangère du Trumpisme ? Quelle est-elle ? America First, ça on a entendu, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Certains ont même dit que finalement c'était pas si mal, parce que finalement au moins il voulait plus être le gendarme du monde, et on pouvait se féliciter que les États-Unis ne soient plus gendarmes du monde. Alors comment vous lisez cette politique américaine étrangère ? Oui, heureusement que j'ai l'habitude de synthétiser ce... Je suis désolé. Parce que effectivement, on a une impression de confusion et de chaos et dans la politique étrangère que mène Trump, alors qu'en réalité, elle est assez cohérente. Un autre élément de confusion pour les observateurs que nous sommes, c'est qu'elle a aussi des points de continuité avec ce qu'ont fait avant Obama et même George W. Bush. Parce qu'en réalité, si on regarde la politique étrangère des États-Unis depuis quelques décennies, on a vu qu'il y a eu cette décennie bénie, enfin presque incroyablement positive pour les États-Unis, qui était la décennie 1990. Les États-Unis avaient gagné la guerre froide, l'URSS s'était effondrée, et donc ils ont eu une sorte de décennie d'hubris comme ça dans les années 90. Puis évidemment en 2000, il y a les attaques du 11 septembre, donc il y a quand même un ennemi qui est là, il y a la montée de la Chine, qui devient le nouvel ennemi. Dès George Bush, on commence à désigner la Chine comme cela. Et puis, du coup, dans la fin des années 2000, après l'invasion de l'Irak, et de l'Afghanistan puis de l'Irak et les problèmes que ça pose, on sent aux États-Unis ce qu'on appelle une fatigue de l'empire. C'est-à-dire que les États-Unis en ont assez, ça coûte de l'argent, c'est tellement de soucis, on s'en sort pas. Ils en ont assez d'être les gendarmes du monde. Et cette réticence, elle va se sentir déjà chez George Bush dans son second mandat, et encore plus chez Obama. Rappelez-vous, Obama avait refusé d'intervenir en Syrie quand Bachar al-Assad a utilisé des armes chimiques contre son propre peuple, alors qu'il avait dit qu'il le ferait. Et donc ça a envoyé un message quand même assez mauvais à tous les dictateurs dans le monde. Bref, donc il y avait déjà cette envie de retrait aux États-Unis qu'on sentait. Et puis arrive Trump, qui est évidemment lui aussi contre la perpétuation d'un rôle de gendarme pour les États-Unis, mais avec lui, on change de niveau, on change de braquet, parce que lui, il revendique complètement son refus du multilatéralisme, son refus des coalitions, parce qu'il a une vision du monde, alors là, donc, très cohérente, qui est une vision du monde comme le décrit Hobbes, le philosophe anglais, qui... Alors, Hobbes décrit l'état de nature. Donc, l'état de nature, c'est avant la société. Chez Hobbes,
l'état de nature, c'est un état de violence. C'est-à-dire que chacun pour soi, tout le monde se bat, il n'y a pas d'ordre. Et c'est la société, quand elle s'installe, qui crée un ordre entre les humains pour qu'il y ait le calme. L'inverse de Rousseau, parce que chez Rousseau, l'ordre naturel est au contraire un ordre paisible et c'est la société qui crée le malheur de l'homme. Mais chez Trump, c'est Hobbes la vision. Et il voit la société internationale comme un monde à l'état de nature où l'idée d'une coopération bénéfique à tout le monde, pour Trump, c'est impossible. Il y a forcément un gagnant et un perdant. Et du coup, voilà comment on décline la politique étrangère de Trump. Donc, je vais terminer ma réponse. Wow. C'est une politique étrangère dans laquelle les alliances sont forcément aux dépens des États-Unis, parce que ça coûte cher. Les autres gens doivent se débrouiller tout seuls. L'ONU, c'est une vaste blague, parce que de toute manière, ça sert à légitimer des dirigeants étrangers corrompus. Donc, il faut se débarrasser de tout ça. Et donc, ça gouverne à peu près tous ces choix. Je termine en disant que, attention, il y a des choses sur lesquelles un Biden élu ne reviendra pas. Parce que dans ce qu'a fait Trump à l'étranger, dans sa politique étrangère, il y a des choses qu'une administration Biden conservera. Par exemple. Et j'en cite deux, les deux principales. Ouais. C'est la fin du libre-échange heureux. C'est l'idée qu'on a vendu le libre-échange depuis les années 80 en disant que tout le monde allait en bénéficier. Or, malheureusement, c'est mesuré, c'est pas juste du fantasme. Les classes moyennes en Occident ont quand même pas mal trinqué avec le déplacement de pas mal de leurs usines. Alors, il y a l'automatisation, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pas mal de leurs usines se sont déplacées dans des pays à main-d'œuvre moins chère. Ils ont perdu leur emploi. Bon. Et ces gens-là ont le droit de vote et ils ont voté pour le Brexit et ils ont voté pour Trump. Donc, il faut faire attention à ça. Et Biden promet un libre-échange mieux encadré dans l'avenir. Donc, on ne reviendra pas à un libre-échange dérégulé comme il y a eu ces dernières décennies. Premier caveat. Et deuxième caveat, évidemment, la Chine, qui aujourd'hui est reconnue comme le grand méchant par tout le monde aux États-Unis. À Washington, il y a un consensus bipartisan sur le fait que la Chine est vraiment un acteur néfaste. Et pour Biden, s'il est élu, ce sera même pire qu'avec Trump, parce que Trump attaque la Chine sur ses pratiques de prédation de la propriété intellectuelle des entreprises occidentales. Il l'attaque sur ses sur ses avancées géopolitiques en mer de Chine du Sud, Hong Kong, Taïwan, etc. On a vu, mais il l'attaque assez timidement. Biden ferait beaucoup plus parce qu'il est attaché à la démocratie à Hong Kong et à Taïwan. Et puis, troisième point, Biden attaquerait la Chine sur sur un point sur lequel Trump est silencieux. Ce sont les droits de l'homme. Biden attaquerait la Chine sur les Ouïghours, sur toutes ces choses-là. Élisa Schell, vous voulez rajouter quelque chose ? Voilà. Oui, alors ces tensions s'inscrivent également dans un contexte, c'est-à-dire que les États-Unis et la Chine, pour le dire simplement, se disputent le rang de première puissance mondiale. Donc forcément, dans ces circonstances, l'autre est toujours celui qu'il faut abattre, désigner, pointer du doigt. Je voudrais rajouter quelques éléments sur le rapport des États-Unis aux organisations internationales. Et c'est sous-jacent aussi dans les relations avec la Chine. C'est-à-dire que les organisations internationales ont longtemps été sous, on va dire, une domination américaine. Et cette place est progressivement perdue, s'effrite avec l'émergence des BRICS et d'un certain nombre de pays qui revendiquent leur place au sein des organisations internationales. Et je pense notamment à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dont on a tant parlé avec cette pandémie, qui avait, jusqu'à ce que Trump décide que les États-Unis sortent de l'OMS, qui était le premier financeur de l'OMS. Les États-Unis étaient le premier financeur de l'OMS et cette OMS a été investie par les Chinois et qui a capté donc différents postes clés qui a permis donc à ce pays d'exercer une influence par d'autres canaux, puisque n'étant pas reconnu, et à juste titre n'étant pas reconnu comme une démocratie et donc comme un pays égal, à la voix égale dans le concert des nations, a investi les organisations internationales pour faire entendre leur voix. Et
les États-Unis ont perdu du terrain dans ces organisations internationales, donc sont dans une position un petit peu déclinante, ce qui explique aussi ces invectives, on va dire, qui peuvent être déployées à l'égard de la Chine. Alors, on a une vingtaine de minutes pour parler, avant de vous laisser des questions, justement de cette autre Amérique. Joe Biden, d'abord, qui c'est ? Est-ce que, peut-être un petit tour rapide pour chacun, c'est quoi que vous évoque Joe Biden ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un... Voilà, qui c'est ? Quelles sont les images ou les façons de parler de lui qui parlent le plus ? En deux mots, Joe Biden, 77 ans, élu au Sénat depuis 1973, ancien vice-président de Barack Obama, on le connaît, on l'a toujours vu dans le paysage, démocrate, centriste, voilà, je m'arrête là, mais en gros, pour vous, les uns les autres, qu'est-ce qui représente Joe Biden ? Et est-ce qu'il peut changer l'Amérique ou est-ce que on risque d'être déçu ? Vous me regardez tous. Chacun y passera. Non, pas de problème. Joe Biden, c'est l'anti-Trump, mais c'est pas. Il n'a pas réussi à imposer une image d'avenir en fait. La seule chose sur laquelle il essaie d'imposer une image d'avenir, c'est sa vice-présidente potentielle, Kamala Harris. Et d'ailleurs, il a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il a dit d'ailleurs qu'il voulait incarner une transition vers l'arrivée au pouvoir de cette Amérique multiculturelle, moderne, incarnée par Kamala Harris. Et peut-être qu'il a dans l'idée même de ne pas finir son mandat. Il a dit qu'il ferait qu'un mandat s'il était élu. Et peut-être qu'il a même dans l'idée de ne pas le finir. On verra. Mais il représente, même s'il a un petit peu quand même écorné cette image au fur et à mesure de la campagne, il représente le retour à avant, il représente le retour à Obama. Et bon, Trump, il a été élu, moi j'avais utilisé cette formule dans un précédent livre, moi Trump c'était un peu le boomerang anti-Obama, c'était vraiment la revanche de cette Amérique qui n'avait jamais supporté d'avoir un président noir issu des élites, de Harvard, etc. Mais Biden, c'est un peu la promesse de revenir à avant, mais quand même avec les mobilisations militantes, avec la campagne de Sanders, avec la manière dont la campagne s'est finalement mise en place. Il a essayé d'avoir une image un peu plus moderne, d'avoir un agenda un peu plus progressiste que ce qui était prévu au départ. Néanmoins, c'est quand même pas un candidat qui incarne l'avenir, qui fait rêver, qui est pas porteur d'un projet de changement comme pouvait l'être Obama en 2008 après 8 ans de George W. Bush. Et effectivement, c'est un vieux briscard de la politique. Il valide d'une certaine manière un peu toujours le récit un peu populiste de c'est toujours les mêmes, issus des mêmes milieux. Toujours, bon. Qui s'est beaucoup trompé dans sa carrière. Il l'a reconnu lui-même d'ailleurs sur beaucoup de choses, notamment la guerre en Irak. Pape Ndiaye. Oui. Et c'était un peu en 2008, quand Obama l'a choisi comme vice-président, c'était un peu celui qui devait rassurer l'Amérique blanche. Oui, c'est ça. Il a jamais été au centre de l'attention avant cette campagne-ci. Il avait, si ma mémoire est bonne, été brièvement candidat aux primaires démocrates, d'ailleurs en 2008. Mais les choses ne s'étaient pas bien passées pour lui. C'est effectivement un vieux de la vieille de la politique qui a toujours campé sur l'aile centriste ou même, franchement, sur l'aile droite du Parti démocrate. D'ailleurs, quand il émerge au début des années 70, il émerge contre la gauchisation, entre guillemets, du Parti démocrate, qui culmine avec la candidature de McGovern en 1972. Et il y a une aile du Parti démocrate qui considère que cette candidature-là est vouée à l'échec. D'ailleurs, c'est vrai, McGovern est écrasé par Nixon. Et il construit sa carrière comme sénateur du Delaware. Delaware, d'ailleurs, c'est un État mixte. C'est un État qui est à la limite, donc frontière Pennsylvanie d'un côté et puis Maryland de l'autre, et qui est un État, le sud de Delaware notamment est un État assez sudiste, donc c'est déjà un monde démocrate très centriste. Et c'est un paradis fiscal. Par ailleurs, en raison notamment de la présence historique de la firme Dupont de Nemours, avec laquelle d'ailleurs Biden a des liens, il a construit une partie de sa carrière avec des arrangements politiques avec la famille, avec les Dupont de Nemours qui comptaient alors beaucoup dans la vie politique de Delaware
dans les années 70 et dans les années 80 justement. Donc il campe sur ce démocrate très très modéré a pu se signaler d'ailleurs par des oppositions, par exemple au busing, la politique de redistribution scolaire. Il n'a pas été très en avant non plus sur les questions féministes. C'est avant de changer et de gauchir un peu ses positions, on va dire. Et puis surtout là, il a emporté les primaires démocrates sur un positionnement centriste. Il a été sauvé un peu in extremis par la primaire de Caroline du Sud, par une mobilisation d'ailleurs africaine-américaine qui s'est faite là aussi de manière défensive justement parce que Biden était vu comme mieux à même de combattre Trump, et il a, on peut dire, gauchi quand même sa campagne, ce que n'avait pas fait Hillary Clinton en 2016, donc il en a tenu compte en incorporant des propositions de Sanders et de la gauche du Parti démocrate. Donc le programme actuel de Biden est plus à gauche qu'il ne l'était il y a un an sur des questions comme par exemple la dette étudiante, sur des questions aussi de santé, sur des questions relatives directement au mouvement Black Lives Matter. Donc il est suffisamment plastique et pragmatique pour intégrer et pour comprendre que s'il veut être élu, il lui faut mobiliser cette aile plus progressiste du Parti démocrate qui s'est fait beaucoup entendre et qui a des figures de proue d'ailleurs au Congrès avec Alexandra Ocasio-Cortez par exemple, et dont il a absolument besoin à coup sûr pour l'emporter le 3 novembre. Donc ce politicien centriste est en même temps suffisamment habile pour bouger tout en s'inscrivant dans une histoire récente du Parti démocrate qui est une histoire de candidat centriste. Obama lui-même était sur des positions plutôt Bill Clinton et puis Jimmy Carter, démocrate du Sud, était lui aussi un démocrate centriste. Et Elisa Schell, est-ce qu'il peut les motiver justement, ces jeunes progressistes, ceux qu'on a vus dans les manifestations, ces gens plus de gauche qui commencent à s'éveiller un petit peu, se réveiller, se repolitiser aujourd'hui aux États-Unis? Très difficilement. Joe Biden, c'est l'homme du parti, ça a été dit. C'est un homme politique qui vit pour la politique et de la politique depuis longtemps, pour reprendre cette fameuse distinction de Max Weber. Donc Biden, au sein du Parti démocrate, c'est un leadership par défaut. C'est-à-dire qu'il n'a aucun charisme, il ne soulève pas l'enthousiasme des partis les plus libérales, jeunes, et je ne sais pas de quelle frange d'ailleurs du Parti démocrate, il soulève l'enthousiasme. Mais en tout cas, Biden, c'est un compromis. C'est aussi quelqu'un, alors en matière de santé, qui porte le bilan de Barack Obama, mais qui du coup ne s'est pas engagé sur des réformes fortes sur la santé, et notamment cette fameuse couverture santé universelle qui a été évoquée tout à l'heure, n'est pas, même si il fait des efforts pour gauchiser son programme, une couverture santé universelle n'est pas dans le programme de Joe Biden, bon, pour des raisons qui peuvent s'expliquer, mais en tout cas, il a, je pense, du mal à capitaliser sur de l'enthousiasme. Je pense que c'est ce qui caractérise Biden dans ce scrutin. Laurence Nardon? Oui, je vous trouve un peu dur avec Biden. C'est vrai, non, mais c'est vrai, il incarne l'homme du passé, bon, ok, mais il a une capacité d'empathie qui en fait quand même l'inverse de Donald Trump, et donc qui est quand même à son crédit. Uncle Joe, c'est ça, Uncle Joe. Non, mais il a une histoire personnelle terrible, et du coup, il y a quelque chose qui passe quand même. Mais bon, mais ceci dit, tout ce que vous avez dit pour le reste est absolument vrai. Et c'est vrai que la vraie question, c'est si jamais il est élu. L'éléphant dans la pièce à propos de Biden ces temps-ci, c'est s'il est élu, mais qu'est-ce que ça va être en vrai son programme, puisque au mois de mai dernier, il a tenu des groupes de travail avec l'aile gauche du parti pour essayer justement, comme ça vient d'être dit, de produire un programme commun qui soit une sorte de mélange idéologique entre des propositions centristes et des propositions très à gauche dans le contexte américain, pour produire quelque chose d'unifié, si vous voulez, dans lequel les électeurs puissent se reconnaître de la gauche, de la extrême gauche, c'est peut-être un mot bien fort pour les États-Unis, mais jusqu'au centre. Ce programme, il a été présenté lors de la convention démocrate fin août. Bon, mais on ne sait pas très bien, il reste encore assez flou malgré tout, et donc, si Biden est élu, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Je pense que ça dépendra énormément des gens qu'il nommera.
aux différents postes dans son administration. Et donc là, il y a en ce moment à Washington une sorte de mercato très très fébrile entre les gens du centre et de l'aile gauche du Parti démocrate pour se placer aux différents postes d'une future éventuelle administration Biden. Mais Marie-Cécile Nave, est-ce qu'il va nommer des gens très à gauche, genre Alexandria Ocasio-Cortez, des gens comme ça dans son gouvernement, ou alors est-ce qu'on aura finalement, comme sous Obama, des gens assez centristes, par exemple sur les questions économiques, sur la question du climat, qui est centrale aujourd'hui dans le monde évidemment, mais aussi aux États-Unis, des gens comme Ocasio-Cortez qui prônent le Green New Deal, la relance durable, inclusive de l'économie sur des bases nouvelles. C'est pas impossible qu'il y ait des gens comme ça dans son gouvernement. Elle est dans son équipe, ce qui n'était pas gagné il y a encore 6 mois. Elle est dans son équipe avec John Kerry sur les questions climatiques. Non, on voit réapparaître aussi Pete Buttigieg, l'ancien, qui a fait une apparition assez remarquée sur Fox News hier ou avant-hier. C'est le candidat centriste, maire de South Bend dans l'Indiana. Qui avait des propositions assez audacieuses sur le climat et sur la finance verte. Il y a un autre enjeu le 3 novembre qui est très important et qui va vraiment définir au moins les 2 années à venir, c'est est-ce que les démocrates vont gagner le Sénat et c'est possible, et surtout s'il y a une vague en faveur de Biden dont on parlait parmi les hypothèses au début de cette conférence, parce qu'un Sénat qui reste républicain, dans une Amérique qui est extrêmement polarisée, droite-gauche pour le dire vite, il aura quand même un peu les mains liées sur tout un tas de sujets. En revanche, si le Sénat repasse démocrate, ce qui encore une fois est possible au vu de la dynamique actuelle, mais il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici le 3 novembre, là il aura pour au moins 2 ans, parce que le Sénat est renouvelé par tiers tous les 2 ans, et la Chambre des représentants intégralement tous les 2 ans. Pour les 2 années à venir, il aura vraiment les mains libres, y compris pour nommer d'autres juges à la Cour suprême. Alors là, pour l'instant, personne ne s'engage, ne s'avance trop là, sur ce sujet du côté démocrate, mais c'est une possibilité. Pour l'instant, le Sénat a 53 sénateurs républicains, 47 démocrates ou affiliés, donc ça fait 6 sièges d'écart. C'est à la fois peu et beaucoup. Mais c'est un enjeu majeur de cette élection dont on ne parle pas forcément beaucoup en France, mais qui est tout à fait déterminant. C'est vraiment la Chambre haute qui a la possibilité de confirmer à la majorité simple déjà tous les ministres, mais aussi tous les juges fédéraux, les juges de la Cour suprême, et puis qui a souvent le dernier mot dans le vote des lois et même peut-être des évolutions de la Constitution, qui sait. Voilà, merci beaucoup, merci infiniment. Je vais rappeler le nom de nos invités quand même pour que vous les représentez une dernière fois. Pape Ndiaye qui est à côté de moi, qui sort un livre en début 2021, Pouvoir voter, histoire du droit de vote aux États-Unis aux presses de Sciences Po. Marie-Cécile Nave, Elisa Schell qui est près de moi aussi, comprendre les politiques de santé aux États-Unis en 2019, un livre aux éditions École des hautes études en sciences, santé publique. Laurence Nardon, dont il faut absolument écouter le podcast hebdomadaire Trump 2020. Sur le site de Slate de l'IFRI et sur les plateformes de podcast. C'est aussi chercheuse à l'IFRI, programme Amérique du Nord à l'IFRI. Et puis enfin Marie-Cécile Nave de l'IRIS qui vient de sortir ce livre qu'on a là, qui sort mercredi. Voilà, donc bonne chance à ce livre. Merci à tous d'avoir été avec nous. Discussion très complète. Merci de nous avoir suivis. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.